J'étais candidate 2 fois. Et chez nous, ça tourne, on n'est pas accroché au poste, pas même au poste de candidat. Donc cette fois-ci, c'est Philippe Poutou, notre candidat. Le problème, c'est que Philippe Poutou, il n'arrive pas à obtenir les parrainages. Pour l'instant, à peine 200 sur les 500 signatures d'élus nécessaires. Donc il n'est pas sûr de pouvoir se présenter. On n'est jamais sûr de pouvoir se présenter. C'est d'autant plus difficile que les règles ont changé. C'est important de le souligner aujourd'hui parce que c'est un petit peu plus antidémocratique encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aux maires d'envoyer directement leur parrainage à la signature, à la préfecture, et c'est plus aux militants de le faire. Et puis on annonce au fil de l'eau, c'est-à-dire que visiblement, toutes les 2 semaines, on annoncera le nom des maires qui auront parrainé telle ou telle candidature. Ce qui met un petit peu plus encore la pression sur les maires. Nous, on a une proposition alternative depuis très longtemps. C'est plutôt que de saouler les maires de pouvoir parrainer telle ou telle candidature, et si on veut absolument sélectionner à l'entrée, on pourrait avoir un parrainage citoyen. On peut discuter du nombre, mais imaginez qu'une partie de la population parraine telle ou telle candidature, ce serait beaucoup plus démocratique, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous, nos militants sont la plupart du temps sur les routes pour pouvoir précisément voir ces parrainages. Et il y a un deuxième élément, c'est que les primaires de droite comme de gauche vampirisent un petit peu plus encore la discussion politique et démocratique. Et puis alors, entre Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, ça va faire beaucoup de gens de gauche à gauche. Ouais, enfin, c'est pas tous dans la même gauche, en tous les cas. Puis nous, on a la prétention, en tous les cas, humblement, mais à notre échelle, d'essayer de dire qu'il y en a un peu ras-le-bol de se laisser représenter par des politiciens professionnels. Philippe Poutou, il est ouvrier dans l'automobile. C'est un des rares qui bosse. Or, les politiciens professionnels, eux, ont une grande prétention, c'est de décider de nos vies, alors que nos vies quotidiennes, ils la connaissent pour la plupart quasiment pas. Ils ont tous grandi dans des ministères, à l'ENA, dans des grandes écoles, et ils parlent de nos vies, alors qu'une fois de plus, ils les connaissent pas. Philippe Poutou, par exemple, il était en grève encore hier pour défendre son emploi avec ses collègues à Ford. Donc lui, au moins, il sait de quoi il parle quand il parle de ce qui nous attend dans nos conditions de travail, dans nos conditions de vie, c'est-à-dire ce qui nous arrive à tous les jours. Vous pourriez être le Hamon du NPA. Hamon, il est anticapitaliste comme vous, non ? Vous voulez me fâcher moi ou Hamon, j'en sais rien. Mais comment dire, je ne sais pas si Hamon est anticapitaliste, j'ai pas cru comprendre ça, non. Il est moins à gauche que vous ? Ah mais moi je suis pas dans la prime d'être à gauche ou pas, je sais qu'on n'est pas du tout dans la même gauche, moi je suis pas au Parti Socialiste, et quand vous êtes même soi-disant à la gauche du Parti Socialiste, vous restez dans le Parti Socialiste, et le Parti Socialiste, je sais pas si vous l'avez noté, mais est au pouvoir, et précisément on n'a pas eu une politique de gauche, je dis même pas une politique anticapitaliste, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a des millions de personnes qui ne font plus la différence entre la gauche et la droite. Et ça, c'est pas de ma faute. C'est la faute du Parti Socialiste, de ceux qui restent encore au Parti Socialiste. Benoît Hamon, il sera très vraisemblablement le candidat du Parti Socialiste. Pour vous, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, non ? Il risque de vous prendre des voix, quand même. Non, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. C'est un élément politique supplémentaire. Il risque de vous prendre plus de voix que Manuel Valls, par exemple. Franchement, j'en sais rien. Puis je suis pas dans ces calculs-là. Nous, si vous voulez, on est tellement dans un différentiel politique qui a plus rien à voir. Nous, on s'est cartonné avec ce gouvernement, y compris quand Benoît Hamon était au gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez du programme de Benoît Hamon, par exemple le revenu universel ? Vous êtes pour ou contre ? Pour nous, c'est une vraie fausse bonne idée. C'est-à-dire, c'est un espèce de faux nez qui, sans le dire, s'attaque à la sécurité sociale. Nous, on est pour un salaire socialisé à vie, c'est-à-dire, on serait pour une protection sociale globale, intégrale. En gros, on serait pour une nouvelle branche de la sécurité sociale qui, en cas, par exemple, de fermeture d'une entreprise parce qu'elle coule, permettrait aux salariés concernés de ne pas être licenciés dans les faits, c'est-à-dire de garder la même rémunération, la même qualification. Ce serait une sorte de salaire socialisé à vie. Le revenu universel, il protège pas ? Non, financé par les cotisations sociales. Et c'est les critiques qu'on peut faire, nous, à l'allocation ou au revenu universel, c'est que finalement, ça va être financé par l'État, par la fiscalité. Alors, vous savez comme moi qu'une des principales attaques qu'est faite actuellement à la sécurité sociale, c'est que dans quelques années, elle sera plus financée par les cotisations sociales qui, et je le dis avec plaisir ici à LCI, ne sont pas une charge sociale, mais une partie de notre salaire, et non pas par l'impôt. Aujourd'hui, on va avoir une fiscalité majoritaire dans le financement de la sécurité sociale. La fiscalité, c'est l'État. Or, les cotisations sociales, c'est une partie de nos salaires, et c'est donc une possibilité pour les cotisants de pouvoir contrôler la sécurité sociale, c'est-à-dire aussi les fonds de la sécurité sociale. Vous savez qu'après-guerre, la représentation dans les conseils d'administration de la sécurité sociale était assurée aux 2/3 par des représentants de salariés. Donc nous, on fait des propositions concrètes, c'est-à-dire par exemple... Hamon, son programme pour un socialiste, il n'est pas si mal, non ? Mais vous savez, moi, je vois bien la petite phrase que, comment dire, si vous attendez de moi une consigne de vote, même subliminale, pour le deuxième tour des primaires, vous ne l'aurez pas, simplement parce que moi, je n'ai pas participé aux primaires. Donc, comment dire, j'entends bien. Par exemple, entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, si vous étiez obligé de choisir, visiblement, ils vont si vous étiez obligé de voter pour l'un des deux. Ils vont prendre un café ensemble, qui prennent un café ensemble, qui discutent ensemble. Ils ont été dans le même parti. Voilà, ça, c'est leurs histoires, c'est pas la mienne. Moi, je discute du fond. Derrière la proposition du revenu universel, par exemple, l'autre critique qu'on fait, c'est qu'on intègre l'idée qu'il y a 6 millions de chômeurs.
Et pourquoi on ne réduirait pas le temps de travail? Pourquoi, par exemple, on ne demanderait pas à ceux qui sont encore à l'intérieur des entreprises, du public ou du privé, qui ont encore la chance d'avoir un boulot, de travailler moins pour qu'à l'extérieur, tout le monde ait un emploi? Ça s'appelle le partage du temps de travail, ça s'appelle la réduction du temps de travail. On dit que Benoît Hamon va prendre des voix à Mélenchon et à vous, et que celles de Valls, il va du coup les donner à Macron, et que vous auriez doublement perdu dimanche dernier. Non? Mais qu'est-ce que vous prenez la tête dans les médias? C'est incroyable, parce qu'il y a 30 secondes encore, on n'avait pas de voix et on nous annonce déjà qu'il va nous en piquer. Mais on va être dans les négatifs à force, on va plus s'en sortir. Moi, je suis pas dans ces calculs à 3 bandes. Mais c'est pas des calculs, c'est arriver à faire entendre votre voix à un moment donné. C'est plus simple que ça. Nous, on va devant la population pour essayer d'abord de faire une démonstration, dire à ceux qui nous regardent, comment dire, si on n'est plus d'accord avec la classe politique, si on pense que c'est une petite caste, alors représentons nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la politique pour faire des propositions. Et puis on essaie de faire des propositions alternatives qu'aucun de ces deux-là ne défend, par exemple. Si on pense que le problème de fond, quand on parle de fraude fiscale, quand on parle de répartition des richesses, c'est de mettre les banquiers à genoux, alors il faut se donner les moyens démocratiques de les mettre à genoux. Ça veut dire le contrôle public sur le secteur bancaire. Ça veut dire réquisitionner tous les opérateurs bancaires dans un service public bancaire qui est le monopole de l'activité. Ça, par exemple, il n'y a que Philippe Poutou qui fait cette proposition-là. Je suis désolée, je vais vous ramener encore à la primaire. Mais allons-y. Les suspicions de fraude qui ont circulé hier devant l'incapacité du Parti Socialiste de dire la participation. Pourquoi vous aussi, 2 millions de gens capables de voter pour le Parti Socialiste, ça vous semblait beaucoup? Non, c'est pas ça, c'est que visiblement le Parti Socialiste a du mal à calculer. Ouais. Mais ça, nous, on l'avait déjà constaté, parce que par exemple, les manifestants de la loi travail, ils avaient du mal à les calculer. En général, ils envoyaient 2 fois moins. Visiblement, pour les primaires, ils envoient peut-être 2 fois plus, j'en sais rien. C'est un problème de comptabilité, mais s'ils s'amusaient à compter les électeurs de la primaire comme la préfecture de Paris comptait les manifestants, je pense qu'on aurait des grosses surprises sur la primaire du Parti Socialiste. Donc des électeurs peut-être fictifs, j'en sais rien. Pour une gauche fictive, finalement, c'est pas si surprenant. Qui va gagner la primaire? Emmanuel Macron, vous pensez, finalement? Alors, en plus, vous me demandez de lire dans le verre de café, je ne peux pas vous répondre, je suis absolument navré. Vous pensez Par contre, il y a un truc que je peux vous dire, non, c'est qu'il y en a franchement ras-le-bol de ces primaires. Donc vivement qu'on passe la seconde. Ras-le-bol? Ras-le-bol parce que depuis le mois de novembre, on est dans la société de spectacle. On nous amuse avec des émissions qui sont un mélange de Star Academy et Questions pour un champion. Qui plaisent aux gens en tout cas, les gens regardent et s'intéressent au programme. Même la télé-réalité, vous savez, elle plaît aux gens, vous voyez. Mais les gens, ils zappent aussi au bout d'un moment. Et peut-être qu'aussi au bout d'un moment, on va en avoir ras-le-bol parce que je vais vous dire le fond du problème, c'est qu'on a une classe politique qui est usée jusqu'à la corde. Et moi, je serais pour que la corde, elle craque une bonne fois pour toutes. On va parler de 3 choses très concrètes. Hamon, la laïcité, l'entre-deux tours, la Valls attaque Hamon sur son rapport ambigu, dit-il, à la laïcité. Il fait référence à cette affaire de femmes qui ne peuvent pas entrer dans un café de Sevran en Seine-Saint-Denis. Vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pensez de cette attaque de Valls sur Hamon, sur la laïcité? Ça ne me surprend pas, c'est-à-dire que Valls, il va jouer avec l'air du temps, avec ce qu'il peut y avoir de plus nauséabond pour essayer de gratter des voix. Voilà. Donc au-delà de l'attaque entre les deux, le problème, c'est savoir ce qu'on met derrière la laïcité. La laïcité, pour moi, c'est vivre ensemble. C'est qu'aucune religion ne prenne le pas sur l'autre. Et qu'aucune femme ne soit exclue d'un café parce que c'est une femme. Qu'on puisse vivre tous et toutes ensemble. Voilà. Et ceux qui aujourd'hui se servent de la laïcité comme un étendard pour finalement faire passer leurs idées islamophobes, eh bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais c'est pas normal que des femmes puissent pas entrer dans un café parce qu'elles sont des femmes. Moi, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines. Et d'ailleurs, ces beaux messieurs au gouvernement, je ne sais pas s'ils avaient eu des bonnes idées en termes d'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ils auraient pu faire ensemble, par exemple, que, je ne sais pas, au niveau des salaires, il y ait l'égalité intégrale. Et on est loin du compte. 2 thèmes sociaux. Vivart, une semaine cruciale, s'est ouverte hier pour les salariés du groupe d'habillement en difficulté Vivart. Donc c'est la Halle, André, Carole notamment. 2000 postes seraient menacés. Le Front National appelle à combattre férocement l'action nocive des fonds actionnaires vautours. Vous pourriez dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont appris à reprendre des formules anticapitalistes. Le problème, c'est comment on le fait. Nous, on propose une loi d'interdiction des licenciements. Qu'on arrête de donner l'argent public aux entreprises pour créer soi-disant de l'emploi alors qu'elles n'en font pas. Je rappelle qu'aujourd'hui... Le discours est le même, mais pas les moyens. Non, mais vous savez, les conseillers régionaux du Front National, pendant des années, ils ont voté des subventions publiques à des entreprises qui faisaient des bénéfices et qui licenciaient. Donc aujourd'hui, ils peuvent avoir tel ou tel discours. Mais là aussi, il y a une forme d'imposture. Il y a 660 formes d'aide publique données aux entreprises privées pour créer de l'emploi. Je vais prendre un autre exemple. Parfois, elles vont même aux entreprises publiques. Vous savez, le crédit d'impôt compétitivité emploi qui représente 20 milliards d'euros, qui permettrait de créer 660 000 emplois. On en a donné par exemple à un groupe que je connais bien, c'est La Poste. 1 milliard sur 3 ans. Pour faire quoi? 7 200 suppressions d'emplois. Là, en ce moment, à La Poste, chaque heure, il y a 4 suppressions
d'emplois. Un mot sur Fessenheim. Les salariés de la centrale nucléaire, promise à fermeture par François Hollande, est en grève depuis hier. Est-ce qu'on ferme Fessenheim ou pas? Est-ce qu'on préserve les emplois ou la sécurité nucléaire? Il faut préserver l'emploi, mais il faut fermer Fessenheim et il faut sortir du nucléaire. Il faut une transition énergétique dans un service public de l'énergie, là aussi, parce que la question du contrôle public est posée, qui justement serait la seule garantie de préserver l'emploi dans le cadre d'une transition énergétique, mais qu'on ne nous fasse pas un tour de passe-passe, parce que si aujourd'hui on nous annonce la fermeture de Fessenheim pour en réalité ouvrir d'autres réacteurs ailleurs, on va finir par le voir. Or, ce qui s'est passé ces dernières années, notamment à Fukushima, ça devrait faire réfléchir tout le monde. Il faut sortir du nucléaire, c'est une énergie du passé. Ouais. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Bien sûr, personne ne regarde. Toujours très percutant dans les interviews, mais on a l'impression que vous avez perdu un peu de votre fougue, que vous répondez de façon un peu plus mécanique, avec moins d'entrain. Est-ce que c'est parce que ça n'avance pas, que vos idées restent extrêmement minoritaires dans le pays et qu'au fond vous êtes un peu déboussolé, un peu déçu, non? Non, je vais vous dire, ce qui me déstabilise ce matin, c'est votre bibliothèque. C'est un décor, hein, on ne voit pas les livres, normalement. Justement, je vais le montrer, comme ça sera plus simple. Asseyez-vous. Ça, c'est dans votre bibliothèque, il y a François Hollande, changer de destin. Alors forcément, ça me trouble. C'est ça qui vous a troublé depuis le début de l'interview? En fait, il faudra changer de bibliothèque. La prochaine fois, ça se passe.